Ok. Du coup, je vais devoir présenter PeopleDoc. Vous n'avez pas prévu de le faire. Ah bon donc, je suis Benjamin Cadars, je suis directeur produit chez PeopleDoc. Et donc, je vais vous présenter PeopleDoc quand même avant de commencer. Donc, PeopleDoc, on est un éditeur de logiciels en mode SaaS pour les RH. Donc, concrètement, on propose une plateforme de digitalisation, d'automatisation qui permet de digitaliser l'échange administratif entre les RH et leurs salariés depuis l'entrée du salarié jusqu'à sa sortie. Alors, comme toute start-up qui a réussi à se développer, on est passé en 2008 à quelques personnes, jusqu'à aujourd'hui plus de 170 personnes. On a levé en tout 55 millions de dollars sur les dernières années et on est présent maintenant sur 5 pays différents. Donc évidemment, on a recruté et c'est l'objet de cette présentation, c'est de parler du recrutement de chefs de produits. Aujourd'hui, l'équipe PeopleDoc, l'équipe produit, c'est 7 PO, 3 personnes dédiées à l'interface utilisateur, à l'expérience utilisateur et une personne qui automatise les tests fonctionnels. On est organisé en feature team, donc un petit peu comme ce qu'a dit Arthur, je sais pas où il est. Alors, un peu différemment quand même, parce qu'on a une équipe produit qui est peut-être moins focus sur le design. Mais en tout cas, on est organisé en scope fonctionnel, c'est-à-dire que chaque PO a un scope fonctionnel avec une mission définie, une promesse de valeur. Et on fait une release mensuelle, donc on est vraiment du B2B. Alors, cette présentation, c'est pour vous présenter, enfin, un retour d'expérience, mais plus essayer quand même de prendre ce qui s'est passé sur ces dernières années et d'essayer de vous apporter une grille des lectures, ce qui m'aurait pas mal aidé il y a quelques années, si j'avais eu ça, sur comment identifier les bons profils de PO en fonction de votre besoin, et puis de vous donner quelques astuces éventuellement pour définir vos entretiens. Évidemment, j'avertis, donc c'est quand même basé sur mon expérience à moi, donc une boîte B2B en croissance avec des produits plutôt jeunes. Je ne souhaite pas mettre les gens dans des cases. C'est donc par rapport aux différents candidats que j'ai pu voir, les différents entretiens que j'ai pu passer, pour essayer de vraiment vous donner une bonne compréhension des types de profils que vous pouvez avoir. Et si je parle masculin, c'est pas parce que on n'embauche que des mecs, hein, c'est juste parce que c'est plus simple. Je ne vais pas dire à chaque fois le ou la candidate. C'est pareil. Alors, je vais commencer quand même avec la base sur la gestion de produits et donc la définition. C'est quand même important pour comprendre un peu les types de profils que vous allez avoir en face. Donc, la gestion de produits, c'est quoi? Donc, c'est l'intersection entre la partie tech, la partie UX et la partie business. Et donc, c'est pour ça que c'est pas facile d'embaucher des chefs de produits. Il y en a plein ici, mais c'est pas si facile que ça. Parce qu'en fait, vous avez besoin de cette intersection-là et vous allez avoir plein de profils qui vont venir de différentes dimensions. Et vous, ce que vous cherchez, c'est une intersection. Donc, on a rarement, du premier coup dans sa carrière, on commence rarement en tant que chef de produit directement. Donc, contrairement, c'est difficile de recruter des bons devs, mais pas pour la même raison. Les bons devs vont avoir du mal à trouver des profils, avoir du mal à trouver des candidatures. Sur les PO, on va avoir du mal, on va avoir beaucoup de profils, beaucoup de candidatures, mais on va avoir du mal à trouver les bonnes personnes. Une autre règle un peu de base, c'est que vous devez évidemment connaître votre organisation, votre besoin. Vous devez savoir les gens qui composent l'équipe pour embaucher les bonnes personnes. C'est évident, mais je le dis quand même. Et vous poser des questions de base qui vont vous permettre de définir votre besoin lorsque vous allez écrire votre description de poste. Donc c'est par exemple comment est-ce que je suis organisé, quel est mon processus de décision, qui sont les gens dans les équipes, qui sont mes clients, qui sont mes utilisateurs. Tout ce genre de questions qu'il faut mettre à plat pour arriver à définir votre propre fiche de poste. C'est important de ne pas copier-coller des fiches que vous pourriez voir sur Internet. Il faut que vous fassiez votre propre description. On peut aussi parler de votre entreprise, la culture, l'ADN, etc. Ça, c'est important. Vous ne pouvez pas espérer avoir en sortie des bons candidats si en amont, vous n'avez pas fait l'effort de vous poser les bonnes questions et de décrire de quoi vous avez besoin. Ça ne veut pas dire que vous aurez forcément des bons candidats, mais au moins, c'est quand même la base. En termes de sourcing de candidats, donc nous, on a pas mal leveragé sur la partie marque employeur. On est une startup, on était tout petit, mais aujourd'hui, ça a quand même bien changé. Maintenant, c'est plutôt l'inverse, on fait plus rêver quand on est une startup que quand on est une grosse boîte. Il ne faut pas le sous-estimer. On peut
vraiment entendre parler de nous dans les médias, dans la presse. Donc, il ne faut pas hésiter à toujours, sur votre site corpo, à avoir des offres, même si vous ne cherchez pas à court terme des gens, toujours avoir vos annonces qui sont là, parce que quand on est en croissance, c'est souvent l'offre qui crée la demande. Donc, quand on a un bon profil, on trouve toujours quelque chose à faire à quelqu'un qui est bon. Quand on est en croissance, on a toujours plein d'opportunités. Évidemment, le réseau des salariés, c'est aussi important. Deuxième grosse source, LinkedIn. J'ai jamais vu un seul PO pas avoir un profil LinkedIn. J'ai jamais rencontré ça. Et puis, si vous avez la possibilité d'avoir un responsable de recrutement, c'est quand même assez utile pour vous aider dans on va dire, le premier niveau de screen. Ça, c'est vraiment top. Évidemment, il faut quand même briefer la personne pour qu'il comprenne bien le besoin. Alors, donc, suite aux dizaines de CV et d'entretiens reçus, donc j'ai créé un radar de profil. Je suis reparti du schéma d'en haut. Tu me dis quand on arrive à 10 minutes. Okay. Je suis parti de ce schéma où on a l'UX, le tech et puis la partie business pour créer des profils un peu plus ciblés. On pourrait appeler ça des personas pour justement qu'on va passer en revue et on va voir sur chacun de ces profils les forces et les faiblesses, ce que ça peut vous apporter dans votre organisation et les potentielles menaces de chacun de ces profils. Donc vous avez le data engineer, le data analyst, l'ancien développeur, le chef de projet, le start-upper, le product marketer et le UX designer. Je commence avec le chef de projet. Alors ça, c'est un profil très intéressant. Il y a quand même beaucoup de ce type de profil-là. C'est des gens qui font du service plutôt, donc qui ont enchaîné des missions. Donc ils ont fait beaucoup d'organisations, beaucoup d'équipes différentes, même des technos différentes. Ils savent ce que c'est qu'un client, ils savent ce que c'est qu'une deadline. Donc c'est vraiment leur force à ce type de profil-là. En opportunité, évidemment, si vous avez une grosse traction sur votre roadmap, c'est vrai que dans le B2B, ça marche pas mal. C'est important. En termes de faiblesse, c'est un peu l'inverse, c'est que, évidemment, comme ils ont enchaîné les missions, ils n'ont pas forcément eu à devoir s'inscrire dans une logique long terme. Donc, ça peut manquer. Donc, c'est quelque chose qu'il faut valider en entretien. Et puis, c'est vrai que c'est aussi la différence entre quand on délivre une fonctionnalité, bon, elle marche, mais ce qui fait que c'est un bon produit, c'est pas les mêmes choses. Donc, on ne veut pas délivrer quelque chose, on veut vraiment créer un très bon produit. La menace principale, c'est comme ils ont toujours été dans des entreprises différentes, dans des missions différentes, c'est l'appartenance à l'entreprise. Il faut faire attention à l'effet vous-nous, c'est-à-dire qu'ils arrivent dans une nouvelle entreprise, mais là, ils arrivent en tant que chef de produit, donc pour du long terme. Le côté, vous, ce que vous faites, moi, j'ai eu l'habitude dans mes anciennes missions de voir des choses, ce que vous faites, vous, c'est un peu nul, et donc de ne pas s'inclure dans ce que nous, on fait, et de vouloir faire grandir la boîte. Deuxième type de profil, l'ancien développeur, j'en ai pas vu énormément, mais c'est plutôt des profils front ou full stack, rarement du back, et jamais du Python. Les forces de ce profil, c'est bien entendu le fait que le développeur sait exactement comment on fait un software, donc il ne va pas survendre la feuille de route, ça c'est bien, il va être capable de comprendre les contraintes techniques. En opportunité, pour les produits plutôt techniques, si vous avez des interlocuteurs techniques, des SI ou dans l'IT des développeurs. Bon, la faiblesse, la culture business et la menace, c'est que le chef de produit doit rester quand même à sa place, il doit définir le quoi, le pourquoi, mais pas le comment. Et donc, il peut y avoir des interactions avec les développeurs, pas forcément bon, puisque s'il peut empiéter sur les plates-bandes de l'équipe de développement. Troisième type de profil, plutôt donc une approche data, données. Donc c'est quelqu'un qui va être très proche des modèles de données, qui va être très proche des API, des bases de données, qui va aimer creuser dans les données pour comprendre le besoin des utilisateurs à travers la donnée. Donc c'est plutôt effectivement des produits B2C avec du volume en tout cas. Et l'opportunité, c'est si vous ne savez pas trop, le fait d'avoir des données et d'extraire du reporting de ça, c'est que ça peut vous aider à faire les bons choix, puisque c'est vraiment factuel. Il n'y a pas de subjectivité là-dedans. La faiblesse, j'estime que c'est de la connaissance marché et la vision fonctionnelle. Et la menace, à force d'avoir trop de données, on peut finir par être complètement noyé dedans et plus savoir trop quoi faire. Et donc, il y a quand même une intuition dans le produit qui est importante. Et donc, avec la donnée, on ne l'a plus.
Le designer UX, alors ça c'est très utile si votre produit n'est pas très beau, ce qui est un peu notre cas chez nous. Mais c'est intéressant parce que c'est des profils qui vont vraiment s'intéresser à l'expérience utilisateur, qui vont se mettre à la place de l'utilisateur et ils vont vouloir toujours faire du bien, beau et bien, donc d'un point de vue ergonomique et d'un point de vue visuel. En termes d'opportunité, comme je l'ai dit, si vous avez un produit qui n'est pas très beau, faiblesse, plutôt peut-être le delivery ou la stratégie business. Et la menace, c'est on veut toujours un truc nickel. On a maquetté, on a fait un truc parfait, et au final, on sait très bien que le développeur, c'est pas forcément ce qui fait le 80-20. Il ship la feature et c'est pas beau. Donc ça peut créer de la frustration par rapport à ça. Le dernier, je crois, donc l'avant-dernier, ça tourne autour du produit. C'était pas vraiment dans le produit, mais ça tourne autour. Et donc, ça veut rentrer un peu plus dans le produit, c'est le produit marketeur. L'équivalent, c'est la partie B2B, donc l'avant-vente. Ce sont des personnes qui connaissent très bien le marché, qui savent benchmarker, qui savent en gros les avantages et les faiblesses de vos produits par rapport aux concurrents. C'est très pratique pour si vous voulez ramener les développeurs au marché, donner du sens à ce qu'ils font. Si vous ne l'avez pas, ça c'est un profil qui est très intéressant pour enrichir la roadmap et pour faire la partie stratégique marché, c'est intéressant. La faiblesse, c'est j'ai mis le knowledge, technical knowledge, donc connaissance technique, avec la menace qui va avec, c'est la dette technique, si il a toujours le dernier mot dans l'équipe. Et le dernier profil, start-upper, qui est très intéressant, c'est toujours founder, co-founder. Ce profil-là, à première vue, on se dit c'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut, parce que justement, lui, il a toujours été à l'intersection de plein de trucs quand il a créé sa boîte. C'est très intéressant parce qu'il sait ce que c'est que créer de la valeur, ce qui est le plus dur en fait, en entreprise, clairement. Et lui, il a essayé de le faire, donc il a cette connaissance-là. Je pense, un bon profil quand vous avez des organisations qui ont besoin de se transformer, quand vous avez des produits qui sont pas matures ou vous souhaitez impulser quelque chose. Par contre, évidemment, le risque, c'est que il veut toujours rester à la surface. Être chef de produit et chef d'une startup, c'est pas la même chose. On peut avoir une frustration parce qu'il y a de l'adhérence au niveau du produit. On choisit pas forcément toujours la stratégie, son produit peut-être, mais pas forcément des autres et de la boîte. Donc, ça peut aussi mal se passer et il peut y avoir une part de motivation, voire de l'ennui, si les choses ne vont pas assez vite. Donc maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait En fait, on reprend chacune de ces slides et on essaye de s'assurer que les forces sont bien des forces chez le candidat. On essaye de s'assurer que les faiblesses, on peut les challenger, il y a quand même du potentiel pour s'améliorer. On essaye de découvrir l'opportunité par rapport à nos besoins. Et pour les menaces, on s'assure que la menace n'est pas trop élevée sur les gens qu'on a en face de nous. Donc, ça veut dire concrètement alors là, j'ai mis quelques exemples sur l'évaluation de différentes dimensions. On va essayer de poser des questions qui vont permettre de savoir, d'évaluer ça, justement. Donc la partie tech, c'est pas poser des questions tech pour poser des questions tech, c'est toujours que ce soit relié au produit, piéger la personne, et puis il y a toujours des gens plus techniques que d'autres. Mais c'est quand même de voir si il y a une vision produit derrière la technique, donc des choses qui sont pas basiques, mais qui sont assez simples et qui ont en tout cas un impact sur le produit. Donc là, j'ai mis quoi? J'ai mis par exemple qu'est-ce qu'une API, qu'est-ce qu'un cookie ou du SSO. La partie compétences UX/UI, pour l'évaluer, ce que j'aime bien faire, c'est que je demande de faire un mock-up dès qu'il y a un besoin fonctionnel, je demande au candidat de faire un mock-up, comme ça on voit dans quelle mesure il a été capable de faire une fonctionnalité, une interface qui répond aux besoins. Après, j'aime bien aussi celle-là où je lui demande de décrire trois types de fonctionnalités qu'on va retrouver dans le B2B versus B2C. Ça montre si la personne a pris du recul sur ce type de sujet. La culture business, important. Est-ce que le candidat comprend ce que c'est qu'une chaîne de valeur, comment est-ce qu'on crée de la valeur dans une entreprise, de la création du produit ou du service jusqu'à la délivrance du service. Ce que j'aime bien poser comme question, c'est
comment est-ce qu'il ferait si je prends un produit au hasard, je choisis un produit, et puis je lui demande comment est-ce qu'il ferait pour multiplier par 5 le revenu de ce produit, quelle stratégie il mettra en place, pour qu'il y ait une notion aussi de business model, de pricing, qui partage un peu on va essayer de le challenger là-dessus. La partie stratégique, c'est important. Le chef de produit, il est responsable de son produit, donc il faut qu'on s'assure quand même qu'il ait une pensée stratégique et qu'il soit un peu innovant. Ce que je fais, c'est que je prends une techno un peu à la mode et je demande d'essayer d'appliquer cette techno dans une industrie pour voir comment est-ce qu'il imaginerait l'application de cette techno dans cette industrie pour créer de la valeur. Voilà. Je mets aussi l'exemple si je suis PO Google Car, comment je fais pour qu'il y ait des Google Car dans la rue dans un an. Et le dernier, la priorisation, c'est très important, c'est le plus dur d'ailleurs, je trouve, selon moi, pour un PO. Challenger ça, essayer de partir de votre besoin à vous, enfin de cas concrets chez vous que vous avez rencontrés, où vous êtes vraiment demandé, vous avez une décision à prendre, vous avez dû la prendre, ça n'a pas été facile, et d'essayer de la transformer en use case pour challenger la personne. Donc là, par exemple, vous avez un gros client que vous devez mettre en production dans un mois. Vous avez une fonctionnalité qui est bloquante pour la mise en prod, sauf que vous savez que si vous mettez en prod ce client, ça ne tient pas au niveau des perfs. Qu'est-ce que vous faites? Et comme ça, vous voyez comment la personne réfléchit et qu'est-ce qu'elle prendrait comme décision pour faire face à ce genre de problème. Et je finis avec quelques règles ce qui me paraissait importante. Première règle, ça c'est une règle, on fait des RH, mais c'est pas pour ça que j'ai fait cette présentation. Mais effectivement, ce qu'on entend souvent chez les RH, c'est ça, c'est si vous avez des doutes sur le candidat, il ne vaut mieux pas y aller, parce que le coût que ça prend, je ne parle pas en coût monétaire, mais le temps que vous allez passer après, si vous embauchez la mauvaise personne, parce que vous avez ces doutes-là, versus continuer un petit peu plus de chercher d'autres profils, d'autres candidats, en fait, au final, on ne s'y retrouve pas, donc il vaut mieux passer son chemin. Deuxième règle qui me paraît une évidence, mais bon, je le dis quand même, c'est survendez pas l'offre, survendez pas votre entreprise. Le contenu du poste, il faut être quand même honnête avec ce que la personne va trouver chez vous en arrivant, pour ne pas être déceptif, ça ne sert à rien. À la limite, il vaut mieux perdre un très bon candidat avec un très bon profil qui de toute façon va partir au bout de 3 mois parce qu'il va se dire qu'est-ce que c'est que ce merdier, je ne peux pas rester dans un truc pareil, dans une boîte pareille. Donc il vaut mieux dire les choses telles qu'elles sont, mais évidemment proposer des perspectives. On est conscient que ce n'est pas l'idéal, mais on veut s'améliorer et on va se donner les moyens pour s'améliorer. Je pense que c'est une bonne manière de commencer une relation en tout cas. Donc, faut pas être tenté par survendre le poste. Et puis la dernière règle que je me suis mise, là, il y a des gens de l'équipe, donc c'est pas bien. En fait, c'est évident qu'il faut embaucher des gens intelligents. Je pense que personne ne va dire oui, je vais embaucher des imbéciles. Ce qui est moins évident, c'est de trouver des gens qui sont meilleurs que vous, en tout cas qui vont vous apporter des compétences que vous n'avez pas, qui vont vous challenger, qui vont vous sortir de votre zone de confort. Je pense que c'est important d'avoir cette démarche, en tout cas quand on est dans une boîte en croissance. On est en croissance, donc ça veut dire forcément qu'il faut sortir de sa zone de confort, il faut se forcer à embaucher des gens qui vont vous dire voilà comment moi mon expérience, voilà mon expertise. C'est comme ça qu'en fait vous allez enrichir votre organisation et que vous allez pouvoir croître et continuer de grossir en accueillant des nouveaux profils qui vont apporter aussi à toute l'équipe en fait leurs compétences. Donc chez PeopleHub par exemple, on a un peu tous ces profils-là que je vous ai montrés qui apportent chacun leur expertise et ça nous permet justement d'avancer ensemble et de s'enrichir au fur et à mesure et d'être une organisation apprenante. Voilà, merci. J'étais un peu vite. Alors. C'est plus sur le premier slide que tu as vu, mais tu disais qu'il y avait une seule personne pour les tests. Est-ce que ça veut dire que tous les développeurs font leurs tests eux-mêmes?
leurs tests unitaires et leurs tests d'intégration tout seuls. Et sur les tests fonctionnels, justement, cette personne-là, le but, c'est d'accompagner les développeurs pour qu'ils fassent eux-mêmes leurs tests, pas qu'ils fassent tous les tests fonctionnels. En fait, on va appliquer la pyramide, la fameuse pyramide des tests, petit à petit. Bon, c'était pas trop le sujet quand même. C'est quoi vos étapes du coup de recrutement? Plusieurs steps. Les étapes, alors ça a été, je dirais, peut-être chaque année sur les 4 dernières années, 2 personnes par an. 2, 3 Ouais. Je parlais des étapes pour un candidat. Les étapes. Le process de. Alors, il y a un peu de tout. C'est-à-dire qu'il y a des candidatures spontanées. Après, on peut avoir on va venir aussi nous-mêmes aller sourcer, mais moi j'en ai marre, je ne peux plus bosser correctement, j'ai besoin de quelqu'un, donc on va chercher des gens. Mais après, une fois qu'on reçoit des CV, donc là, on n'était pas organisé avant, donc là c'était moi qui proposais un entretien, et puis après je passais avec d'autres personnes de l'équipe, donc le VP Engineering, le CTO, et puis les cofondateurs, s'ils étaient disponibles. Ça va répondre à ta question. C'est pas fixé complètement dans le marbre, mais globalement, il y en a 3 au minimum. Vous cuisez avant de. 5 Vous cuisez avant de venir ou. Comment? Vous cuisez avant de venir ou c'est un call? Alors là, maintenant qu'on a une personne qui est responsable du recrutement, il y a effectivement un premier call qui permet de valider certaines choses. Le niveau d'anglais, par exemple. Et puis après, donc cette personne-là vient, en gros, prend un rendez-vous pour nous. Donc ça peut être quelqu'un de l'équipe, ou moi, ou la personne disponible. Et donc après, on n'a pas un process hyper clair là-dessus. On ne s'est pas dit il faut absolument qu'il voit telle personne à tel moment. On est encore un petit peu en mode de l'arrache, en fonction des dispos de chacun. On n'a pas vraiment processé ça.